RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Retour ce matin sur le drame au CHS la semaine dernière et plus largement sur la situation d'Albert Bousquet puisque vous recevez son directeur. Philippe Palombo, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. La semaine dernière a été particulièrement chargée au CHS avec, on imagine d'abord, beaucoup d'émotions de la part du personnel soignant et de vous-même à la suite du drame qui s'est produit dans vos murs. Bien, tout à fait. Il a fallu gérer ça le jour même. Et effectivement, d'abord, rassurer le personnel et le soutenir parce qu'effectivement, même si ça fait partie de son lot commun, c'est toujours des situations pénibles. Et puis, bien sûr, gérer l'émotion de la famille qu'il a fallu accompagner et donner des informations pour qu'il puisse effectivement avoir toute la mesure des faits. Le lot commun, ça veut dire que la violence à l'hôpital, c'est une réalité qu'on ignore souvent. Exactement, ici comme ailleurs, eh bien, l'hôpital n'est plus un sanctuaire, comme l'école en particulier. Et je peux vous dire que depuis que je suis dans les hôpitaux, notamment à Nouville, eh bien, on a dû multiplier par 10 notre service de sécurité, avec un environnement très, très peu favorable d'une part. Mais d'autre part, c'est notre pratique. Les patients peuvent passer à l'acte, je l'ai indiqué à plusieurs reprises. Alors en général, ça se passe avec des accidents du travail de la part de nos paramédicaux. Là, il y a eu décès. Décès, ça veut dire que, est-ce que ces patients n'auraient pas dû être en contact? Est-ce que ces patients... comment ça se passe à l'intérieur de ce pavillon? C'est une unité d'hospitalisation, d'une part. La particularité, c'est que ce sont des patients qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes, pour autrui. Et je vous l'avais indiqué tout à l'heure, c'est une unité qui est unique sur le territoire. Comme en métropole, il y en a quelques-unes, ils accueillent des hospitalisés sans consentement, c'est-à-dire par devers eux-mêmes. Eh bien, on les hospitalise parce qu'effectivement, ils peuvent poser problème à eux-mêmes, à la société, et donc ils sont pris en charge dans un cadre réglementaire très strict. Alors, ce drame a eu lieu quelques temps avant une manifestation qui a eu lieu de personnel soignant du secteur de la santé en général, qui dénonce une forme... En résumé, la dégradation des conditions de travail du personnel. Est-ce que c'est le cas au CHS? Qu'est-ce qui se passe exactement au CHS Albert Bousquet? Eh bien, si vous voulez, comme tous les hôpitaux, la crise sanitaire n'a pas été aidante. On avait déjà des difficultés par rapport à notre pratique, puisque certaines de nos filières étaient saturées, en particulier l'infanto-juvénile. Effectivement, on avait des difficultés. Elle a été amplifiée par la crise sanitaire, où les patients ne sont plus venus pour différentes raisons. Et là, ils reviennent, c'est l'effet boomerang, avec en plus des pics sur certaines patientèles. Donc, vous cumulez tout cela. Ensuite, vous avez le problème, depuis la fin de l'année dernière, j'ai dû fermer des lits, 26 lits sur 210 d'abord, parce que je n'avais plus de personnel. Et donc là, il fallait que je protège le dit personnel en fermant des lits de gériatrie, de psychiatrie. Mais comme en métropole, puisque vous savez que l'été sera difficile pour nos homologues, comme chez nous. Alors, fermer des lits, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans la nature parce qu'on ne pourra plus les hospitaliser alors qu'ils peuvent présenter un danger pour la société? Disons qu'il va falloir faire une sélection qui effectivement peut être très, très particulière. Le médecin disait, il faut choisir entre deux et lequel on va prendre. Est-ce qu'on prend un adulte psychotique, un mineur suicidaire? Ce sont des choix humains très compliqués. Très compliqué, c'est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre. Depuis la fin de l'année dernière, on a créé une cellule de communication. On est très actifs sur les réseaux sociaux pour vendre notre hôpital. Mais c'est certain qu'on vient en concurrence avec nos homologues et c'est vrai que c'est très difficile. Alors, les moyens, où en êtes-vous? Parce qu'on sait que le secteur est en crise. On sait que le Congrès est censé se prononcer cette semaine sur... le taux directeur des hôpitaux qui va déterminer pas mal de choses. Tout à fait, on espère beaucoup, donc on sera bien sûr présent pour répondre aux questions des élus. Le problème est multiple, c'est qu'on cumule, je vous dis, tous les problèmes. C'est qu'on a une dette maintenant due par le régime maladie qui devient astronomique, il représente 35 milliards entre les trois hôpitaux, d'une part. D'autre part, un déficit de recrutement en personnel, et puis voilà, la gestion des patients qu'il nous faut au quotidien essayer de gérer au mieux. Alors en ce qui concerne votre spécialité, ce déficit de personnel spécialisé, comment y faire face?
Comment y faire face? Eh bien d'abord, j'allais vous dire, mieux nous faire connaître, parce que des fois on s'était aperçu qu'on n'était pas connu. Et puis vendre... Mais quand vous avez fermé 26 lits, personne n'en a parlé ou presque. Enfin, on en a Non. parlé Alors ici, j'en ai mais- refermé en début d'année, par contre, 10 lits, justement 10 lits dans l'unité sécurisée sur 30, qui a pu faire parler d'eux, parce que eh bien, ce sont des patients hautement à risque et qui sont amplifiés par la caisse de résonance sociale. Alors comment on fait? Eh bien, on fait au mieux, mais effectivement, moi, j'ai indiqué que si je n'arrivais pas à recruter, eh bien, je fermerai d'autres lits. En revanche, il y a des signes favorables, puisque pour vous donner 2 chiffres, on avait la semaine dernière, il nous manquait 5 médecins sur 25 et 14 infirmiers sur 141. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais un peu moins qu'en début d'année. Est-ce que les infirmiers spécialisés, par exemple, peuvent être formés sur le territoire? Alors, il faut savoir que depuis quelques années, on forme des DE, donc des soins généraux, et la particularité de la psychiatrie vient après. C'est pour ça qu'il nous manque en fait du personnel formé avec de l'expérience. C'est comme j'ai pu vous le dire. On a pu montrer aux élus qui sont venus nous voir le soir même que effectivement le plateau technique c'était des hommes, des femmes qui avaient effectivement une formation due à l'expérience. C'est pour ça que la formation continue est très importante. Mais aujourd'hui, eh bien, on trouve de moins en moins de gens formés assez pratiques. Ça veut dire que les pouvoirs publics sont venus vous voir le soir même du drame qui s'est produit la semaine dernière. Ça veut dire qu'il y a peut-être un début de prise de conscience de quelque chose qu'il n'y avait pas avant peut-être. Alors effectivement, on a été, je dirais, agréablement surpris, le personnel en premier lieu, parce que c'était la première fois depuis bien longtemps que l'exécutif du gouvernement venait nous voir. Donc on remercie le président Mapou en particulier, avec M. Slamet, qui sont venus écouter le personnel qui a pu s'exprimer sur leurs difficultés au quotidien. Et il a vu qu'on n'avait pas de plateau technique, hormis notre expérience, notre volonté de bien faire. Et là, je pense qu'ils ont apprécié effectivement d'être écoutés par le président. Vous avez également reçu la visite du directeur de cabinet du haut-commissaire. L'État peut évidemment jouer un rôle, on s'en doute. Et pourquoi le directeur de cabinet du haut-commissaire? Parce que vous le savez sans doute, l'hospitalisation sans consentement est un dispositif de l'État, c'est une compétence de l'État. Qui est très réglementé. C'est très réglementé par le haut-commissaire, par le juge. Et effectivement, ça nous donne des contraintes que nous avons des fois des difficultés à suivre. Est-ce qu'il y a des évolutions techniques à attendre? Vous me parliez en préparant cette émission d'un logiciel qui pourrait permettre un certain nombre de choses. Oui, alors, le logiciel n'est qu'un logiciel. C'est simplement permettre, si vous voulez, le suivi des prescriptions médicales en matière de contention et d'isolement, puisqu'on a des contraintes depuis un décret du 23 mars 2022. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité de le faire. Donc, on va l'avoir. Ça s'appelle des XPSI. Mais c'est certain qu'au-delà du logiciel, il nous faut de la présence, il nous faut des professionnels, parce que s'il y a des passages à l'acte, parce qu'on l'a au quotidien, eh bien, il nous faut plus d'encadrement. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai demandé des crédits supplémentaires pour pouvoir recruter 6 postes pour mettre dans cette unité en particulier. Comment on gère la violence dans ce genre de cas? Alors, de plusieurs manières. Il y a d'abord à l'écoute, ensuite, eh bien, effectivement, toutes les thérapies avec des médiations, le sport, l'art, mais aussi parfois des contraintes, l'isolement, la contention, justement, qui sont très, très encadrées, qui sont en fait des mesures... Des mesures particulières, mais qui ne sont pas des mesures en soi. On essaye vraiment d'apaiser. C'est pour ça qu'on coupe souvent le patient de son environnement socio-affectif pour pouvoir se poser, etc. D'essayer d'avoir une accroche. Mais c'est vrai que ça c'est de la théorie et ça dépend bien sûr du profil du dit patient. On parlait tout à l'heure d'un déficit de 30 à 35 milliards. Vous attendez quoi tout simplement que cette dette soit payée? Effectivement, moi je m'en sors plutôt bien, mais c'est vrai que mes collègues, eh bien, on le nez sous l'eau. Ils doivent ces milliards. Eh bien, on doit ces milliards à des entreprises locales, nationales, et effectivement, on les met en difficulté. Donc voilà, c'est le cercle infernal. Donc il faut à un moment couper tout cela, parce que moi je dirais le premier, ma fonction, c'est pas faire rentrer de la trésorerie, c'est améliorer l'accessibilité aux soins avec mes homologues pour avoir des parcours de soins pour que les citoyens, si vous voulez, puissent être pris en charge dans les meilleures conditions.
Est-ce que vous êtes inquiet, Philippe Palombo, sur la situation du CHS ? Alors, je suis toujours du naturel optimiste, mais c'est certain que là, on serre les dents. J'ai dit aux élus qu'il y avait une filière qui me posait problème, c'est la filière infanto-juvénile, hein, les 0, les 0-18 en particulier, parce qu'effectivement, c'est notre jeunesse, sont les citoyens de demain. Et si vous voulez pas qu'on ancre le handicap maintenant, eh bien, il faut faire quelque chose. Donc effectivement, tout ce qui est dans la périnate, néonate, adolescence, il faut mettre le paquet. Philippe Palombo, directeur du CHS, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Une interview